L'émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin, la cage brasserie sportive de Lachenay se démarque et est élue cage de l'année. Portrait de l'agriculture et des enjeux en alimentation dans la région. Et une première mondiale en chirurgie de précision, on en discute avec Naila Hood. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. C'est mercredi que la cage Lachenay était l'hôte d'un événement afin de souligner son rendement exceptionnel. En effet, celle-ci a été nommée cage de l'année à la grandeur de la province, se démarquant parmi 38 restaurants. C'était l'occasion pour employés et clients fidèles de célébrer. Voici le topo. Aujourd'hui, on vient fêter à Lachenay la cage de l'année, la cage qui a été la plus performante au niveau des employés, des invités, puis aussi de la croissance. C'est super important pour nous autres de le faire dans le milieu parce que c'est grâce au monde qui sont ici dans la ville, qui a de Terrebonne, Mascouche, etc., qui viennent encourager Stéphane et son équipe d'ordonner. C'est pour ça qu'on a fait venir une grosse bouteille de champagne. On fête aujourd'hui, on donne au monde, puis c'est eux autres qui ont fait de cette cage-là leur cage, puis la meilleure cage au Québec l'année passée, c'était ici. L'année passée, on avait passé proche. Fait qu'on s'était donné un défi que là, cette année, c'est notre tour. Et on a travaillé vraiment fort pendant toute l'année. Nous, c'est beaucoup le monde, on va manger au restaurant, donc beaucoup sur la nourriture. On a rehaussé vraiment l'expérience invitée du début à la fin. Le client, il arrive ici, ça commence là, jusqu'à temps qu'il parte. Puis on fait même des suivis après, quand ils sont à la maison, quoi que ce soit. Bien, Stéphane, le directeur général, là, que tout le monde connaît ici, c'est un gars qui a le cœur sur la main. C'est moi qui l'ai engagé il y a très longtemps là, dans un autre projet qu'on avait à Place Versailles. Mais c'est un gars qui a travaillé dans plein de cages avec nous, qui a le cœur. Tu sais, c'est un gars de cœur, c'est un gars qui aime le monde. Ses employés l'aiment. Il fait plein d'initiatives pour faire participer son personnel au succès. Puis c'est un gars humble, tu sais, c'est la première chose qu'il a dit quand dans son discours de remerciement, c'est merci à mon équipe. Là. C'était pas lui, c'était pas... c'est ça qui fait la différence. C'est pas pour rien qu'il est là aujourd'hui. Là. Aussi le volet employé. Ce qui est vraiment le fun, c'est que c'est comme un esprit de famille qu'on a créé ici. Les employés, ils nous le disent tout le temps, on ne veut pas s'en aller parce que si on sort d'ici, on ne pourra pas revenir ou quoi que ce soit. Parce que ils veulent travailler ici. Moi, j'arrête pas de dire que dans mon temps, parce que je suis comme plus jeune, on allait travailler et voir nos amis, mais eux, ils viennent voir leurs amis et travailler. Bien, nous, on souhaite justement de remercier les invités. On veut qu'ils comprennent que c'est grâce à eux si on est rendu là. Puis c'est un petit le retour du balancier pour eux. On veut que les invités aient du plaisir et qu'ils l'apprécient. C'est sûr qu'en tant que représentant de la Chambre de commerce, c'est une belle fierté d'avoir un entrepreneur qui se démarque surtout à travers le Québec. Donc, surtout aussi que c'est un membre de longue date. Donc, on fait des activités ici quand même à l'occasion. Donc, super de belle fierté là, de voir des entrepreneurs prendre de l'expansion comme ça et de représenter vraiment notre belle région. Là. On a des employés qui sont frères, sœurs, que c'est comme une grande famille, mais avec plein de gens. Ça fait longtemps qu'ils sont là aussi. Fait que c'est vraiment le fun là-dessus. Là. Je pense que c'est ça notre force aussi. On n'a pas beaucoup de rotation niveau employés. Je pense que les employés se sentent bien ici, fait qu'ils aiment ça évoluer. Il y en a qui ont commencé au test, qui sont rendus serveurs. Il y en a qui étaient serveurs, qui sont rendus gérants. Fait que je pense que c'est vraiment... Tout le monde s'entend bien ensemble. Puis les employés sont à l'aise de venir nous parler aussi s'il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que c'est vraiment ça notre force. Puis qui nous aide aussi à ce que je pense que les clients ils ressentent aussi que tout le monde s'entend bien. On a quand même un bon staff, là, on ne se le cachera pas. Là. On reconnaît pas mal tous les visages ici en ce moment. Puis même pour les
employés, c'est le fun, ça leur sort un peu de leur routine, fait que c'est différent. Fait que non, c'est ça. Aussi, souvent, on est dans le rush puis on a moins le temps de parler avec eux, mais là, ce soir, c'est le fun. On peut prendre le temps de jaser, on peut comme profiter de la soirée. Puis le staff aussi, on les a invités tantôt à aller prendre des photos. Allez-y, prenez des photos avec la clientèle. Là, c'est le temps ce soir comme d'avoir du fun puis de passer comme... C'est pas grave, le Canadien joue pas à soir, ça sera une autre journée. Ça fait 10 ans que je me tiens ici. Fait que la place est très plaisante, honnêtement. C'est bien le fun. Ça fait quelques années. On s'est rencontrés ici, d'ailleurs, puis on aime ça. Les soirs de semaine, quand c'est tranquille, bien ici, on sait qu'il va y avoir du monde pour jaser, prendre un verre. Puis... On est habitué, fait que tu rentres, des fois même ton verre est déjà sur la table. Fait que c'est sûr qu'on est à des places différentes, mais le verre est toujours prêt, fait que on change pas l'habitude. Ça fait tellement d'années que j'ai vu l'évolution ici. C'est incroyable comment ça grossit ici. Ça n'a pas de sens. Stéphane fait vraiment une bonne job, là, honnêtement. Là, avec Chantal, avant qu'il était ici. Il est rendu à Repentigny, mais oui, effectivement, la Cheney, je pense que c'est mérité, honnêtement. Là. Tant qu'avec nous qu'avec les autres clients aussi, tu vois, les réguliers, puis même avec n'importe qui, sont tout le temps ouverts puis très présents pour leurs clients. Ils méritaient vraiment. Vous êtes un entrepreneur d'ici, vous avez une histoire à raconter, un parcours unique, des défis surmontés, des réussites à partager? Rejoignez-moi ici même à Fibre E, une émission qui est dédiée à l'entrepreneuriat, diffusée sur le réseau MaTV. Notre objectif, mettre en lumière les talents d'ici, inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs et montrer que oui, c'est possible de réussir chez nous. Contactez-nous dès maintenant pour participer à l'émission. L'entrepreneuriat, c'est aussi le pouvoir d'inspirer. Au plaisir de vous recevoir sur le plateau de Fibre E. Toutes mes mauvaises décisions m'ont enseigné quelque chose de fondamental pour m'aider à devenir un meilleur entrepreneur. Si des fois on a l'impression qu'on n'est pas à sa place, c'est parce qu'on n'est peut-être pas à la bonne place, mais qu'il y a un endroit pour nous. Même quand j'étais jeune, je m'amusais à bâtir des projets ou à bâtir des entreprises quand j'étais à mon jeune âge à l'école. Donc j'ai atterri dans le milieu d'entrepreneuriat, je pense, naturellement, puis c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Afin de parler de sécurité alimentaire et de l'accès à une saine alimentation, je reçois Laurence Blot, coordonnatrice de Nourrir la Nodière. Bonjour Laurence. Bonjour. D'abord, j'aimerais qu'on parle de c'est quoi Nourrir la Nodière? Nourrir la Nodière, c'est une concertation régionale qui vise à rassembler les acteurs du milieu qui travaillent de proche ou de loin à développer un système alimentaire durable lanaudois. Notamment avec des enjeux de sécurité alimentaire, mais aussi d'accès à la saine alimentation. Moi, mon rôle en tant que coordonnatrice, c'est vraiment de mettre les conditions favorables à ce que, justement, mes partenaires, puis quand je dis partenaires, ce pas nécessairement des partenaires qui sont financiers, mais on parle des partenaires qui sont impliqués, justement, à développer ce système alimentaire durable lanaudois, à les asseoir autour de la table, à mettre des conditions favorables, à faire des réflexions qui sont collectives, trouver des pistes de solutions aussi qui sont collectives à des enjeux qui sont propres à notre région, qui sont similaires à ceux qui sont nationaux quand on parle de la sécurité alimentaire, qui sont de plus en plus présents, les besoins en sécurité alimentaire, autant d'un point de vue de la population, mais aussi les organismes qui veulent donner des paniers, qui veulent offrir justement des denrées à la population. Donc, c'est de vraiment faire en sorte de pouvoir discuter des enjeux puis de trouver des solutions qui sont plus collectives là, dans un espace qui est vraiment, d'un point de vue sécuritaire, là, fait pour pouvoir en parler. Et puisque c'est une concertation, notre objectif, c'est pas juste de se consulter et de parler, mais c'est vraiment de passer à l'action par la suite. Et en écoutant les enjeux, en écoutant les différents partenaires, qu'est-ce qui ressort comme enjeu en 2025? Bien, c'est sûr que l'enjeu transversal, ça reste le financement. Là, je pense que personne ne va être étonné par rapport à ça. On reste des organismes qui sont communautaires. Et encore, aussi, on est dans le point de vue agricole également. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais ce manque de financement-là fait en sorte qu'il y a d'autres enjeux qu'on va pouvoir voir, notamment les manques d'entreposage pour les denrées, quand on parle vraiment de nos organismes qui œuvrent en transformation et en dépannage alimentaire. Mais également le point de vue de la transformation, la gestion des surplus agricoles qu'on travaille de plus en plus également dans notre système alimentaire durable. Donc, il y a des limites à ce que les agriculteurs parfois peuvent aller, comment je peux dire, récolter au champ. Donc, on essaie de mettre en place, par exemple, des activités de glanage pour aller chercher les surplus. Mais au-delà des surplus, il faut être en mesure de les transformer, il faut être en mesure de les entreposer. Donc, c'est tous des volets qui, quand même, font en sorte de mettre une certaine pression sur notre chaîne qu'on a en ce moment dans la région et sur nos organismes
organismes. Donc, autant que le financement, c'est le plus gros enjeu, ça découle de plein d'autres enjeux qui demandent aux organismes d'accroître leur capacité d'action, mais avec d'autres limitations malgré tout. Donc, nourrir fait en sorte de pouvoir les rassembler, de pouvoir partager sur autant les bonnes pratiques que les enjeux qu'ils ont pour, encore une fois, peut-être s'entraider, s'inspirer également, puis passer à l'action pour, sur le long terme, assurer comme autant que la population actuelle puisse se nourrir adéquatement d'une manière saine, équilibrée, diversifiée et accessible que pour les générations futures. Et puis, quand on est Nourrir la Nodière, comment on agit, comment on procède, puis comment les citoyens aussi peuvent agir et aider? C'est une excellente question. En tant que Nourrir la Nodière, c'est ce que je dis à la base, c'est d'écouter. Je ne suis pas une experte du système alimentaire durable. Je suis la personne qui est là pour accompagner les gens qui, chacun dans leur milieu, sont des experts de ce qu'ils font pour vrai. J'ai la chance de travailler avec des organismes communautaires au même titre que certains ministères qui siègent autour de la table. Puis moi, j'essaie de vulgariser d'un côté et de l'autre pour qu'ils puissent se parler parce que l'objectif, c'est que tout le monde puisse manger au bout du compte. Donc, c'est la première chose à faire, c'est vraiment être à l'écoute. Du point de vue du citoyen, c'est de vraiment aussi être à l'écoute de ce qui se passe puis d'observer autour de lui. L'achat local, c'est super important. Donc, c'est sûr que déjà ça, c'est une première étape. Mais il y a aussi de donner. De plus en plus, on voit les dons qu'on peut faire dans les frigos verts, frigos communautaires, frigos sympathiques, peu importe où est-ce qu'on est là, dans la région, on a des noms différents, mais ça fait partie de certaines initiatives qu'on peut vraiment aller déposer certaines denrées. Ça peut faire partie des actions que les citoyens peuvent faire, mais de juste prendre conscience de la complexité de cette chaîne du système alimentaire et de valoriser aussi le travail tant des producteurs agricoles que de nos organismes de transformation qui œuvrent sur le terrain pour que tout le monde puisse manger. Il nous reste une trentaine de secondes. Qu'est-ce qui s'en vient pour la suite des choses? Qu'est-ce qu'on doit surveiller? Planification stratégique de Nourrir la Nodière. Ça a l'air très administratif comme ça, mais ce qui va déterminer nos prochains enjeux dans les prochaines années et notre pouvoir d'action pour la suite avec nos partenaires. Donc, voilà. Parfait. On invite les gens aussi, s'ils veulent plus d'informations, à aller site web, Facebook. Site web, Facebook. N'hésitez pas à m'écrire aussi mon courriel. Les coordonnées sont sur notre site web. Ça va me faire plaisir de répondre. Parfait. Merci beaucoup, Laurence Blot, coordonnatrice chez Nourrir la Nodière, d'avoir été de passage en studio. Merci. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Bon dimanche tout le monde et bienvenue à votre rendez-vous dominical, votre télé bingo. Bingo! Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Une membre du programme pour enfants amputés des amputés de guerre. C'est grâce à vos dons. Avec la saison estivale qui tire à sa fin, le moment est choisi pour faire un bilan de la saison des récoltes. Et pour en parler, je reçois Stéphanie Plante, présidente de la ferme 33 hectares. Bonjour Stéphanie. Bonjour. D'abord, j'aimerais qu'on parle du projet 33 hectares qui dure depuis plusieurs années. Oui, c'est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de rassembler les gens autour de l'agriculture, amener toute la diversité de la population, les organismes à venir faire des activités à la ferme, donner accès aussi à des entreprises, des jeunes entreprises en démarrage en agriculture, donner cette chance-là de faire leurs premières expériences. Et je crois que ça a été le cas un petit peu pour toi avec la ferme au 7e sol, d'avoir accès à cette terre-là. Là. Oui, effectivement. J'ai commencé l'agriculture grâce à ce projet-là. Puis aujourd'hui, ça fait 6 ans. J'ai mon entreprise. On a un beau kiosque à la ferme qui est ouvert encore jusqu'au 9 octobre là, avec plein de diversité de légumes. C'est vraiment grâce à ce projet-là. Parle-moi un petit peu de ton expérience grâce à ta ferme, mais aussi de l'expérience des autres qui bénéficient là, de ce terrain-là. 33 hectares, c'est une grande superficie de terre cultivable que plusieurs entreprises en herboristerie, en fleuristerie, en légumes, production de légumes de manière écologique, avec des valeurs vraiment autour de la vente directe aux consommateurs. Puis d'autres sortes,
tout un code de vie. Là. On essaie de recréer un peu nos origines ancestrales au niveau de l'agriculture. Comment est-ce qu'on peut nourrir notre communauté de manière durable? C'est un peu ça. Puis, cet été, comment ça s'est déroulé? Il y a beaucoup d'événements. Il y a la fête des récoltes qui a eu lieu là, il y a quelques jours. J'aimerais qu'on en parle. Bien, justement, la fête des récoltes, c'est vraiment un moment où toute la communauté peut venir fêter ce moment d'agricole où il y a de l'abondance. On est dans l'abondance à la fin de la saison avec beaucoup de produits. Il y avait une fête, on a reçu plus de 3000 citoyens de Terrebonne et Mascouche. À chaque année, c'est vraiment un succès, cet événement-là. C'est la SODAM qui est aussi à l'origine de l'organisation de l'événement, donc. Puis à quoi ça ressemble sur un été 33 hectares? J'imagine que les citoyens, les curieux peuvent venir à certains moments. Comment ça se passe? Bien, c'est toujours ouvert, entre autres au glanage. On a des initiatives de gens qui viennent récolter. On remet, entre autres, un tiers de la récolte aux organismes communautaires qui sont dans la sécurité alimentaire. Un tiers s'en va aux récolteurs, puis un tiers s'en va aux producteurs. Nous, on encourage beaucoup le glanage sur nos terres. Ça favorise justement l'inclusion sociale. Et là, en fait, il y a un engouement qui s'est développé au cours des années, là, parce que c'est la 6e année l'année prochaine. Mais là, il y a peut-être aussi un enjeu où on veut conserver cette terre-là, puis c'est important pour vous de garder cette terre-là, puisque c'est une location, je crois. C'est une location, effectivement. La terre, à l'origine, 33 hectares avait été créé dans le but d'aller chercher des fonds pour l'achat de cette terre-là, ce qui rendrait la terre à perpétuité toujours protégée avec sa vocation. Par contre, on n'a pas réussi encore à trouver la manière d'y parvenir. Toutefois, prochainement, dans les prochains mois, on va travailler activement les agriculteurs sur le site pour créer une convention d'actionnaires et on va se mettre avec la collectivité. Ça va être possible de s'engager. Les gens vont pouvoir venir soutenir le projet. On va envoyer, par exemple, une campagne de financement. On va envoyer différentes initiatives qui vont permettre aux gens de s'impliquer parce qu'il nous reste effectivement 1 an pour concrétiser le rêve qu'on a. Puis je pense que c'est un rêve d'une communauté pour la communauté aussi. Là. Oui, parce que en fait, qu'est-ce qui nous remplace? En fait, si on n'achète pas la terre, on ne pourrait pas rester là. Puis ça serait probablement une initiative d'agriculture conventionnelle qui achèterait ce projet-là, par exemple, pour faire de l'agriculture chimique et conventionnelle. Donc, on perdrait vraiment quelque chose collectivement de perdre ce projet-là. Je crois que ça crée des liens aussi au quotidien entre les agriculteurs. C'est un peu comme une... Je ne veux pas comparer ça avec une coopérative, mais beaucoup de gens s'aident, j'imagine, puis on se croise à chaque jour là, sur le terrain. Oui. Parle-moi un petit peu de ça, parce que je pense que tu le vis. Là, bien, on partage la machinerie, on partage... Il y a un kiosque à la ferme, les gens peuvent venir faire du yoga aussi avec Laurence des Jardins de l'Âme. Ils peuvent prendre des produits naturels. Il y a des fleurs, il y a des agriculteurs qui produisent toutes sortes d'une diversité de légumes qu'on ne retrouve pas nécessairement à l'épicerie. Donc, c'est vraiment quelque chose de riche. C'est une expérience aussi de venir à la ferme, marcher, visiter les fermiers. Alors... Merci beaucoup, Stéphanie, d'avoir été des nôtres. Puis on invite les gens à aller sur le Facebook et le site web de 33 hectares. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci! Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité.
Une première mondiale en chirurgie de précision a été dévoilée à Montréal. L'entreprise québécoise Reveal a présenté une technologie utilisant l'intelligence artificielle pour aider les chirurgiens à détecter le cancer en temps réel. Notre collègue Naila Hood s'est entretenue avec son cofondateur Alexandre Trinquet. Oui, bonjour Naila. Bonjour. D'abord, comment cette technologie fonctionne-t-elle, puis qu'est-ce qu'on a créé là? Bien, dans le fond, ça part de 2015. C'est 2 personnes, un polytechnicien et un chirurgien spécialisé dans le traitement des cancers. Puis, dans le fond, eux, ils ont fait le constat que les chirurgiens dans les salles d'opération, c'est comme s'ils étaient aveugles parce que voir des tissus qui sont malades, des tissus qui soit sont sains ou qui a du sang, c'est super difficile de le voir à l'œil humain sans avoir l'aide d'ordinateurs ou de machines. Donc, eux, à partir de ce constat-là, ils voulaient aider les médecins, les chirurgiens, dans le fond, les gens du domaine de la santé, pour faciliter la tâche quand on vient aller faire la chirurgie en salle d'opération. Puis, pour ce faire, ils se sont inspirés d'une plus vieille technologie qui s'appelle la spectroscopie Raman. Puis, dans le fond, cette plus vieille technologie-là, elle date, si je peux dire ça comme ça, si je me rappelle bien, en fait, de plus de 100 ans. Puis, ce que ça vient faire, c'est que c'est un faisceau laser qui est projeté à la surface puis qui émet un signal lumineux. Puis, dans le fond, ce signal lumineux-là, il va venir révéler la composition exacte de ce qui est analysé. Donc, on peut, pour être plus visuel, c'est comme si les molécules avaient des empreintes digitales puis qu'on venait analyser l'empreinte digitale et la lire. Et pourquoi on combine cette technologie-là avec l'intelligence artificielle? Bien, dans le fond, c'est que, en fait, avant toute chose, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est ça, on ne parle pas de ChatGPT ou de Meta, on parle d'algorithmes qu'eux utilisaient bien avant. Puis, dans le fond, l'algorithme, c'est comme si c'était une bibliothèque qui emmagasinait plein d'informations comme la biobanque ou des données physiologiques, puis ce qui vient aider l'humain parce que l'humain n'est pas capable d'emmagasiner tout ça directement. Donc, Reveal, qui a mis au point l'appareil qui est nommé Sentinelle, elle est capable d'interpréter toutes ces données-là d'une fraction de seconde super rapidement, puis elle va venir aider visuellement le chirurgien à détecter la nature des tissus, donc à savoir si c'est un tissu malade ou non, ou si il y a du sang dans ce tissu-là. Donc, on peut aller écouter Alexandre Trinquet, le cofondateur, qui nous parle un peu plus de cette nouvelle expérience. On a réussi à créer un appareil qui est capable de différencier les tissus sains des tissus cancéreux pendant la chirurgie pour donner, j'appellerais, le 6e sens au chirurgien ou tout simplement la vue. C'est un appareil qui s'appelle Sentry, qui est rendu à la fin de son étape de processus d'homologation, qui est parti de 2 scientifiques jusqu'à aujourd'hui. Des centaines de chirurgies déjà faites avec l'appareil sous but de recherche. Beaucoup de données, beaucoup de publications internationales. Puis cette journée-là, la première, c'est la première fois qu'un outil utilisant en chirurgie de haute précision, guidé par l'IA, était utilisé devant des gens, puis sur un patient. C'est notre 30e patient sur une étude clinique qu'on va publier, là, qui fait partie de notre processus de régulation. Pour nous, c'est un peu différent. Par contre, l'intelligence artificielle, elle a d'autres noms, des algorithmes. Puis ça existe depuis longtemps. Comme nous, avant qu'on connaisse ChatGPT, on travaillait déjà avec ça. L'intelligence artificielle, c'est un algorithme, dans notre cas à nous, là, qui permet de préciser notre signal pendant la recherche. Ce qu'on fait, autrement dit, c'est qu'on a un signal qui vient de la molécule. Exemple, mettons, on va prendre une molécule comme le sang, qui est à l'intérieur du sang. On va l'analyser avec notre appareil. On va avoir un signal. Ce signal-là, c'est comme une empreinte digitale. Cette empreinte digitale-là, ce qu'on va faire en recherche, on va mettre notre intelligence artificielle qui, elle, s'est entraînée à avoir plein de sortes de signaux différents, que ce soit, exemple, un signal qui détecte qu'il y a le cancer à l'intérieur de lui ou un signal qui ne l'a pas. L'intelligence artificielle va reconnaître des biomarqueurs. C'est comme des points spéciaux particuliers à ce signal-là. Puis, avec le temps, avec les nombres d'entraînements qu'on va faire, on va être capable de prendre ce signal-là, puis ces biomarqueurs-là, puis les mettre dans une machine qui va s'appeler pour nous Sentry, Sentinelle. Cette machine-là, elle, automatiquement, c'est pas l'intelligence artificielle qui fait la décision à savoir si c'est un tissu sain ou un tissu cancer.
c'est vraiment déjà fait d'avance, en recherche. On a mis la preuve clinique dans la machine, puis c'est la machine, elle, qui est prête à savoir en direct pour le chirurgien la différence entre les deux. Et Naila, en termes de résultats, qu'est-ce que ça change pour les patients? Bien, en fait, il y a déjà les premiers tests qui ont été faits et qui sont prometteurs. C'était une étude de 300 patients, puis la machine a pu détecter chaque personne qui avait le cancer du poumon de soit stade 1 à 4. Puis, dans le fond, là, quand on détecte un cancer de stade 1, c'est que les chances de guérison sont vraiment prometteuses. Il m'a dit jusqu'à 95 % de rétablissement. Donc, après ça, je lui ai demandé, dans le fond, à court terme et à long terme, c'est quoi ses perspectives? Notre argent pour notre dernière étude pivot, c'est l'étude finale à la FDA. On devrait avoir notre licence FDA d'ici à peu près un peu moins que les 18 prochains mois. C'est une question de formalité normalement au niveau de la régulation. Ce qui va nous permettre d'étendre notre technologie du cerveau au niveau du sein aussi, puis qui va nous permettre de rentrer dans les hôpitaux à partir environ de la même période, là, sur les 18 prochains mois. En parallèle, on développe la technologie au niveau des biofluides. C'est qu'on est en train, la même genre de technologie au niveau du diagnostic, cancer early stage, qu'on appelle les cancers qu'on est capable de détecter de façon précoce. Bien, on espère élargir notre étude, les plusieurs études qu'on a faites de 300 à 3000 patients avec l'aide des gouvernements ici au Québec et au Canada pour vraiment accélérer parce que les preuves sont claires. Pour nous, les 2 prochaines années, c'est le nerf de la guerre d'avoir les financements pour rester puis partir de notre usine ici médicale à Montréal, au Canada et au Québec. C'est qu'un an, je dirais 18 mois, c'est ça. C'est la régulation, l'accès mondial. 5 ans, nous, on voit la société se diversifier. Le médical est notre cheval de bataille principal, mais on est capable de détecter aujourd'hui au niveau de l'environnement des niveaux de nitrate et de sulfate. On est capable de voir les sulfates et nitrates, c'est les algues bleues, c'est la pollution au niveau de l'eau. Si on est capable de détecter dans le cerveau le cancer, imaginez-vous ce qu'on est capable de détecter sur des molécules plus simples, sur des ensembles moléculaires plus simples. C'est que les fraudes alimentaires, on a fait des preuves de concept, on est capable de détecter les fraudes d'huile d'olive, on est capable de détecter les fraudes de sirop d'érable. On voulait juste montrer à certaines personnes le potentiel de la technologie. Donc, une innovation médicale, oui, qu'on suivra dans les prochaines années. Merci beaucoup, Naila. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve mardi prochain. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt.